Ici, on pratique ce que l'on appelle de la culture hors sol. Alors vous vous demandez sûrement, dans quoi poussent les tomates si elles ne poussent pas dans le sol? Eh bien, je vais vous montrer. Regardez, c'est pas de la terre, hein, c'est de la fibre de coco. On aurait aussi pu utiliser de la tourbe. Ce support de culture, comme on dit dans le jargon, présente plusieurs avantages. Déjà, c'est un sol neutre et inerte, ce qui évite le développement des champignons parasites et des bactéries. Du coup, l'exploitant utilise beaucoup moins de produits phytosanitaires, autrement dit, beaucoup moins de pesticides, ou alors de manière très localisée. Et puis, c'est un support totalement recyclable. Alors je sais ce que vous vous dites, c'est dans la terre que la plante puise avec ses racines tous les éléments dont elle a besoin. Or, ici, il n'y a pas de terre. Eh bien, pour compenser, les ingénieurs ont mis au point un système d'irrigation localisé qui délivre au compte-gouttes tous les éléments dont la plante a besoin, de l'eau bien sûr, mais aussi de l'azote, du phosphore, du potassium, etc. L'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage d'eau ni de rejet d'engrais dans la nature, dans la nappe phréatique notamment. Tout ce qui n'a pas été absorbé par les racines s'écoule au niveau de cette gouttière pour être récupéré par ce collecteur avant d'être recyclé. C'est un circuit fermé qui n'engendre aucune pollution. L'autre avantage de la fibre de coco, c'est que les insectes nuisibles apprécient moyennement. Cela dit, il faut rester vigilant, ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement absents. Tenez, voici l'un des pires ennemis de la tomate, la terrifiante mouche blanche. Alors je sais, vu comme ça, elle n'a rien d'effrayant. Seulement, cette mouche se reproduit très rapidement. Elle peut envahir cette serre et détruire toutes les cultures. Pour lutter contre ces insectes nuisibles, il y a deux solutions. Ou bien on pulvérise des produits phytosanitaires, autrement dit des pesticides, seulement ce n'est bon ni pour l'environnement ni pour la santé, ou bien on riposte avec ça. Ça, ce sont des encarsia, plus précisément des larves d'encarsia. En fait, il s'agit de micro-guêpes qui vont éclore dans la serre. Ces encarsia sont les ennemis jurés des mouches blanches, vous allez comprendre. Ces petites guêpes ont l'habitude de pondre leurs œufs dans les larves de mouches blanches, ce qui empêche ces dernières de se transformer en mouches. Là, c'est une larve de mouche blanche. Elle est devenue toute noire car elle a été parasitée par un encarsia. Alors dans les serres, les agriculteurs font alliance avec bien d'autres insectes, des insectes auxiliaires comme l'on dit. En fait, il faut savoir que pour chaque prédateur, chaque insecte nuisible, il existe un insecte auxiliaire. Finalement, sans que ce soit visible à l'œil nu, eh bien c'est une véritable bataille qui se livre à chaque instant entre prédateurs nuisibles et insectes auxiliaires. Les agriculteurs, quant à eux, dirigent les opérations, ils savent observer les plantes et à quel moment il faut déclencher la contre-attaque. Et avec cette lutte biologique, parfaitement naturelle, eh bien, on évite au maximum d'utiliser des pesticides. Aujourd'hui, on n'en pulvérise presque plus dans les serres. Vous allez être bien ici. C'est une ruche. Elle est pleine de bourdons. Ils ne sont pas là pour s'amuser, ils sont là pour travailler. Ils sont chargés d'aller polliniser les fleurs de tomates. Allez, au boulot. En butinant de fleur en fleur, le bourdon va se couvrir de grains de pollen qu'il a récupérés sur les étamines qui se trouvent à la base des pétales. Ici, il s'agit de l'organe mâle de la plante. En passant sur une autre fleur, il va déposer ces grains de pollen sur le pistil qui lui se trouve au centre de la fleur. Il s'agit de l'organe femelle de la fleur. Ensuite, le grain de pollen va creuser un petit conduit dans le pistil pour atteindre les ovules qui sont situés dans l'ovaire. Une fois les ovules fécondés, la fleur va se transformer en fruit. Petite précision, pour les botanistes, tout corps qui résulte de la transformation d'une fleur est un fruit. La tomate, comme le concombre, sont donc des fruits. Seulement, les cuisiniers les préparent comme des légumes.
pour la tomate et le concombre, on parle alors de légumes-fruits. Mais revenons à nos moutons, enfin à nos tomates. En quelques jours, elles vont prendre du volume et de la couleur. Et quand elles sont devenues bien rouges, eh bien il faut les cueillir, mais attention, ni trop tôt, ni trop tard. Une fois les tomates cueillies, on va effeuiller la partie basse de la plante et enrouler la tige. La plante, qui est une liane, va continuer de grandir par le haut. Elle va donner de nouvelles fleurs qui se transformeront en fruits, etc., etc. On va ainsi reproduire cette opération durant 7 à 8 mois. Et au total, un plant comme celui-ci va pouvoir donner jusqu'à 20 kg de tomates pendant une année.